Je secouais encore la neige de mon manteau lorsque mon père a levé les yeux de son verre et a marmonné, je ne savais pas que le parasite était invité. Quelques parents ont ri. Je n'ai pas réagi. Pendant le dîner, j'ai lâché ma propre bombe et j'ai regardé leur mâchoire se décrocher. Salut Reddit. Vous vous êtes déjà fait traiter de parasite lors d'un dîner de famille et avez décidé que c'était le moment idéal pour leur infliger une bonne dose de réalité? Prenez du popcorn. Ça va être drôle. Je m'appelle Damien, 33 ans. Je brossais encore la neige de mes épaules quand mon père a levé les yeux de son café et a dit assez fort pour que la moitié de la pièce entende, regardez qui a fini par se montrer. Notre parasite réside. Le mot a flotté dans l'air. Certains ont souri. D'autres ont détourné le regard. Quelques cousins ont carrément ri comme s'ils venaient de livrer la chute d'une blague qu'ils attendaient depuis le début de la soirée. Mon oncle Roger a pouffé. Je n'ai pas bronché. J'ai juste accroché mon manteau au porte-manteau et je me suis dirigé vers le siège le plus éloigné de la table principale, celui près de la fenêtre mal isolée. Je me suis dit que je resterais peut-être 90 minutes, que je mangerais un peu, puis que je filerais à l'anglaise avant minuit. C'est arrivé l'hiver dernier, le soir du réveillon du Nouvel An, quand ma sœur Camille a décidé d'organiser le dîner de famille chez elle, dans une banlieue chic de l'ouest parisien. Belle maison, marbre au sol, au plafond, une de ces cuisines qu'on dirait sortie d'un magazine de déco. Son mari, Paul, avait payé la majeure partie grâce à son poste de cadre supérieur, mais personne ne parlait de ça. Ma famille n'est pas du genre à faire dans les sentiments ou les excuses. En grandissant, je devais deviner ce que les gens pensaient avant qu'ils ne le disent à voix haute. Mes parents n'étaient pas maltraitants au sens propre du terme. Pas d'yeux au beurre noir ni de repas privés. Ils savaient juste comment vous faire sentir sans valeur sans jamais élever la voix. J'ai abandonné mon école d'ingénieur à 21 ans. C'est le grand titre qu'ils resservent à tous les dîners depuis plus d'une décennie. Peu importe que je sois partie parce que le logiciel que j'avais créé avait été racheté par une banque régionale et que je gérais soudainement de vrais contrats. Peu importe que 3 ans plus tard, j'ai revendu mes parts pour assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler si je ne le voulais pas. Pour eux, j'avais abandonné. Je ne pouvais pas gérer la vraie vie. Je suis l'exemple à ne pas suivre qu'ils sortent chaque fois que l'enfant de quelqu'un est en difficulté. Au moins, il n'est pas comme Damien. Je me montrais rarement aux événements familiaux désormais. La dernière fois, c'était à Noël il y a 2 ans, quand ma mère m'a demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur. C'était 6 mois après avoir conclu un contrat gouvernemental à 8 chiffres. Je me souviens l'avoir fixée de l'autre côté de la table, me demandant si elle était sincèrement ignorante ou juste dévouée à son rôle. Je suis resté silencieux, mais cette fois, c'était différent. Camille m'avait appelé personnellement 3 jours avant le Nouvel An. Elle a dit que je lui manquais. Que la famille n'était pas complète sans moi. Puis elle a lâché la phrase qui m'a fait hésiter. Elle a dit que maman et papa demandaient de mes nouvelles. Qu'ils voulaient renouer. Contre tout bon sens, j'ai dit peut-être. Puis les jours ont passé et je me suis dit, quel est le pire qui puisse arriver? Je me pointe, je mange un morceau, je pars avant les 12 coups de minuit. Je suis arrivé chez eux à 20h30, assez tard pour rater l'apéritif. La maison avait toutes les lumières allumées et pendant peut-être 5 secondes, je me suis laissé croire que cette fois serait différente. Puis papa m'a vu en premier. Notre parasite réside. La salle à manger était bondée, une longue table couverte de décorations dorées et argentées. Des verres en cristal déjà à moitié vides. Chaque siège était occupé sauf le mien dans le coin. Je suis passé devant des parents que je reconnaissais à peine. La sœur de ma mère, Suzanne, m'a lancé un regard compatissant. Mon cousin aîné, Maxime, parlait fort de sa promotion. Maman m'a à peine salué. Elle a juste dit, « Ah, bien. Tu as pu venir », puis est retournée à sa conversation. Je me suis assis et j'ai observé. Maxime tenait la cour à propos de son bureau d'angle. Tout le monde opinait du chef, levait son verre, faisait semblant d'être impressionné. J'ai picoré dans la corbeille à pain. Puis, au milieu du plat de résistance, quelqu'un a fait teinter un verre. Mon oncle Roger s'est levé, déjà éméché, et a annoncé que c'était l'heure du tour de table annuel des réussites.
Mon estomac s'est noué. J'avais oublié cette tradition. C'était un truc qu'ils avaient commencé il y a des années. Tout le monde fait le tour et partage ses victoires de l'année écoulée, promotions, achats importants. Censé être motivant. En réalité, c'était juste une occasion pour les gens de frimer et pour les autres de se sentir nuls. Le tour de table a commencé. Maxime a parlé de son augmentation. Ma tante Brigitte a mentionné que son fils entrait en fac de droit. Camille a partagé que Paul avait été chassé pour un poste de vice-président. Tout le monde a applaudi et félicité. Puis c'est arrivé à moi. Camille a essayé de me sauter, mais Roger a ri et a dit « Et Damien ? Toujours en train de se chercher ?» J'ai levé les yeux. « Toujours en train de me chercher », ai-je répété platement. Quelques personnes ont pouffé. C'est là que Paul s'est penché. « Et mec, tu bosses où ces temps-ci ?» J'ai fait une pause. Une partie de moi voulait donner une réponse vague, mais j'étais fatigué de me faire tout petit. Je lui ai donné le nom de l'entreprise, Sentinel Risk Analytics. Il a cligné des yeux. Puis son visage a changé. « Attends, quoi ?» a-t-il dit lentement. « Tu travailles chez Sentinel ?» Je la dirige, ai-je dit. « Pardon ?» Il avait l'air confus. « Ouais. Fondé il y a 7 ans. » La table est devenue silencieuse. Un silence de mort. Le genre de silence où les fourchettes restent figées en l'air. Et c'est là que j'ai réalisé que personne ici ne savait. Aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement. Ils avaient juste décidé que j'étais un raté. Paul me fixait comme si une deuxième tête venait de me pousser. Putain de merde. J'ai pris une lente gorgée d'eau. Je les ai laissés mariner là-dedans. Qui, a dit mon père, le ton sec, défensif. Paul a regardé autour de la table comme s'il attendait que quelqu'un d'autre explique. Quand personne ne l'a fait, il s'est tourné vers moi. Sentinel Risk Analytics est l'un des plus grands noms de la détection de fraude dans la fintech. Il travaille avec la moitié des grandes banques du pays. J'utilise leur logiciel tous les jours au travail. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu. Ma mère a ri. Ce rire faux et cristallin qu'elle utilisait quand elle était mal à l'aise. Damien ne dirige rien du tout. Il fait une sorte de travail sur ordinateur, des trucs en freelance. Paul a secoué la tête. Non, je suis sérieux. J'ai assisté à des réunions où les gens parlent de Sentinel comme de la référence absolue. Ils ont coincé ce réseau de fraude massif à Marseille l'année dernière. Ils ont fait économiser à la banque quelque chose comme 400 millions d'euros de pertes. Il a sorti son téléphone, tapant vite. Puis il a tourné l'écran vers Camille. C'est lui. C'est ton frère. Camille a regardé le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone. Son visage est devenu pâle. Damien, c'est vrai? J'ai hoché la tête. Ouais, c'est vrai. L'ambiance dans la pièce a complètement changé. C'était comme regarder des dominos tomber. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis quelque chose de plus laid. De la rancune peut-être, ou de l'embarras. Mon père a posé sa fourchette brutalement. Tu es en train de me dire que tu diriges une entreprise technologique et tu n'as jamais pensé à le mentionner? Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit d'une voix calme. Ce n'est pas la même chose, est intervenue maman. Tu nous as laissé croire que tu étais en difficulté. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Vous inquiétez pour moi, vraiment? Quand exactement étiez-vous inquiet, ai-je demandé. Quand vous m'avez traité de parasite 5 minutes après mon arrivée? Ou quand vous avez demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur? Ou peut-être quand vous avez dit que je gâchais mon potentiel et que j'aurais dû rester à l'école? Damien, a commencé Camille. Sa voix était douce, m'avertissant de reculer. Mais j'avais fini de reculer. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça ne servait à rien, ai-je continué. Vous aviez déjà décidé qui j'étais. Alors oui, j'ai arrêté d'essayer. Maxime, parce qu'il ne supporte physiquement pas de ne pas être le centre de l'attention, s'est raclé la gorge. Je veux dire, allez. Diriger une entreprise et fonder une entreprise sont deux choses différentes. Plein de gens ont des titres ronflants. Paul l'a coupé. Non,
j'ai littéralement vu Damien présenter à une conférence il y a 2 ans, conférencier principal. Il parlait des applications du machine learning dans la détection de fraude. Je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant parce que je ne savais pas que le frère de Camille travaillait dans la fintech. Il m'a regardé. Mec, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que tu vivais ça. Le visage de mon père était rouge maintenant. Tu penses que tu vaux tellement mieux que tout le monde ici? C'est ça? Une sorte de jeu de pouvoir? Non, ai-je dit. Je pense que j'en ai assez d'être traité comme si je n'existais pas. Sauf quand vous avez besoin de quelqu'un sur qui taper. Personne n'a rien dit. L'oncle Roger fixait son assiette. Ma cousine Nicole avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Même Maxime s'était tu. C'est alors que mon cousin Adam a pris la parole. Il avait environ 4 ans de moins que moi. Il travaillait dans la conformité financière. On s'était toujours bien entendu, mais on ne gardait pas vraiment contact. J'ai entendu parler de Sentinelle, a dit Adam doucement. On a failli les engager l'année dernière pour notre refonte de détection de fraude. Le prix était assez élevé cependant, genre un demi-million pour l'implémentation. Il m'a regardé. C'est exact? Plus ou moins, ai-je dit. Ça dépend de la taille de l'institution et du niveau d'intégration qu'ils veulent. Adam a hoché la tête. Puis il a fait un calcul mental rapide. Si tu gères des contrats comme ça avec de grandes banques, tu génères quoi, genre 10 millions par an de chiffre d'affaires? Plus que ça, ai-je dit, mais qui compte? Un autre silence a suivi. Plus lourd cette fois, parce que maintenant ce n'était pas juste un succès abstrait. Maintenant, il y avait des chiffres attachés, de vrais chiffres qui rendaient impossible de nier la réalité. La voix de ma mère était tendue. Tu aurais pu nous aider. Nous avons des difficultés. Le compte retraite de ton père a pris un coup il y a quelques années. On a dû hypothéquer la maison, et toi tu étais juste assis sur tout cet argent. Je me suis tournée vers elle. Vraiment? C'est là qu'on va? Je vous dois quelque chose? On est ta famille, a-t-elle dit. Comme si le mot famille était une formule magique qui effaçait une décennie de cruauté. Ah oui, ai-je répété. La même famille qui m'a traité de parasite ce soir? Papa s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu as toujours eu un problème d'attitude. Non, ai-je dit en me levant aussi. J'ai juste compris que les dés étaient pipés et j'ai arrêté de jouer. C'est exactement ce dont je parle, a-t-il riposté. Ingrat. Égoïste. Tu as eu de la chance. J'ai dit, c'est ça que c'est? 7 ans de semaine de 80 heures à construire quelque chose à partir de rien pendant que vous disiez à tout le monde que j'avais échoué? Camille s'est levée aussi. D'accord, tout le monde se calme. C'est le réveillon. On peut ne pas faire ça? Mais il était trop tard. Maman s'est tournée vers moi. Si tu réussissais si bien, tu aurais pu au moins envoyer de l'argent. Je l'ai fixé. Vous ne m'avez pas parlé pendant 2 ans après que j'ai quitté l'école. Personne n'a rien dit. Vous ne vouliez pas de relation, ai-je continué. Vous vouliez un distributeur automatique, mais seulement après avoir découvert que j'avais de l'argent. Avant ça, j'étais juste le parasite. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Damien, c'est injuste, a dit Camille. Sa voix s'est brisée. Je me suis arrêtée, je me suis retournée. Tu sais ce qui n'est pas juste, ai-je dit. Passer 12 ans à être traité comme une merde. Mais bien sûr, c'est moi qui suis injuste. Bonne année. Et je suis sortie. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes, moteur tournant. Mon téléphone vibrait constamment. Camille, maman, Paul, des numéros que je ne reconnaissais pas. Le téléphone arabe familial fonctionnait à plein régime. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Mon appartement à Paris était calme. Je l'avais acheté il y a 3 ans quand l'entreprise a décollé. Payé comptant. Je suis resté près de la fenêtre à regarder les feux d'artifice éclater au loin. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai finalement regardé vers 23h30. Camille, s'il te plaît, appelle-moi.
Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis tellement désolée. Maman, tu as embarrassé ton père devant tout le monde. Paul, c'était intense. Tu vas bien? Adam, mec, je n'avais aucune idée de tout ça. Si tu veux prendre un verre, fais-moi signe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas encore. J'ai passé les semaines suivantes dans un flou étrange. Le travail m'occupait beaucoup. Un gros contrat avec un consortium de caisses d'épargne. Camille a appelé 5 fois au cours de ces 2 premières semaines. Je n'ai pas décroché. Elle laissait des messages vocaux, longs, disant qu'elle se sentait mal, qu'elle ne réalisait pas que ça avait été si dur, qu'elle voulait arranger les choses. Je croyais qu'elle était sincère. Camille avait toujours été la gentille, celle qui essayait de maintenir la paix. Mais être sincère et faire réellement quelque chose sont 2 choses différentes. Paul a envoyé un texto une fois pour demander si je voulais déjeuner. J'ai dit peut-être plus tard. Adam a envoyé un texto aussi. Plus décontracté, juste pour prendre des nouvelles, disant que si jamais je voulais parler, il était dans le coin. À celui-là, j'ai répondu. J'ai dit merci, que je gardais ça en tête. Puis c'est arrivé fin janvier. J'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats. Mes parents vendaient leur maison, me donnant un droit de préemption à un prix familial avant de la mettre sur le marché. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis j'ai commencé à rire parce que évidemment que c'est comme ça qu'ils allaient me contacter. Pas avec des excuses, mais avec une transaction immobilière. La lettre était professionnelle. La valeur du marché était d'environ 800 000 euros. Il me la proposait pour 650 000 euros. Agissez vite. J'ai posé la lettre et j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'informations. J'ai commencé à creuser. J'ai passé 3 jours à construire une image complète de la situation. Ce que j'ai trouvé était fascinant. Mes parents étaient fauchés. Pas tout à fait en faillite, mais presque. Le compte retraite de papa avait été vidé il y a 3 ans quand il a investi dans une arnaque aux crypto-monnaies dirigée par un type nommé Alain. Un de ces conférenciers motivateurs avec un podcast qui promettait un retour sur investissement de X10 en 6 mois. Il avait un site web avec des photos de Lamborghini et de plage. Cet investissement s'est effondré. Il a emporté environ 200 000 euros avec lui. De l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Puis ils ont hypothéqué la maison pour couvrir la perte. Ils ont pris un nouveau crédit à un taux d'intérêt plus élevé parce que leur dossier bancaire en avait pris un coup. Maintenant, ils avaient du mal à faire les paiements. La banque leur avait déjà envoyé un avertissement de pré-saisie. Ils avaient peut-être 4 mois avant que les choses ne deviennent vraiment moches. L'offre qu'ils me faisaient n'était pas de la générosité. C'était du désespoir emballé dans du papier à en-tête juridique. Ils avaient besoin de vendre vite pour éviter la honte d'une saisie immobilière. Et ils s'imaginaient que j'étais assez stupide ou assez coupable pour les renflouer. Mon père, qui m'avait traité de parasite, avait tout perdu dans une arnaque. Pendant ce temps, j'avais construit quelque chose de réel. On ne peut pas inventer ça. Une partie de moi voulait ignorer ça. Mais une autre partie a vu une opportunité. J'ai passé un appel à un contact dans une banque régionale, un directeur des prêts commerciaux. Nous avions fait économiser à son institution environ 60 millions d'euros de pertes. Il me devait une faveur. J'ai posé des questions sur une propriété spécifique dans les Yvelines. L'adresse de mes parents. Il a confirmé ce que je savais déjà. Pré-saisie. Propriétaire en détresse. J'ai demandé ce qu'ils accepteraient. Tout en cash. Clôture rapide. Il a dit 600 000, peut-être 580 000 si je pouvais clore en 3 semaines. J'ai dit que je le rappellerais. Puis j'ai passé un autre appel à mon avocat. Je lui ai fait créer une société écran, une structure anonyme. Une semaine plus tard, la société a fait une offre. 600 000 euros, tout en cash, signature en 20 jours. La banque a accepté le jour même. Mes parents n'ont jamais su que c'était moi. Ils ont reçu une lettre de la banque disant que la propriété avait été vendue à une société de développement. Ils auraient 30 jours pour quitter les lieux. Je ne les ai pas expulsés. Pas tout de suite. Mais je ne leur ai pas dit non plus que j'étais le propriétaire.
Je les ai laissés mariner dans cette incertitude. C'est là que Camille a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Damien, a dit Camille. Sa voix était tendue. Est-ce que tu as acheté la maison de maman et papa? Pourquoi tu penserais ça, ai-je demandé. Parce que Paul a dit que tu avais des investissements immobiliers et le timing semble bizarre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Camille, ai-je finalement dit, tu penses que je suis obligée de les sauver? Après tout, elle a laissé échapper un long soupir. Je ne sais pas, a-t-elle dit doucement. C'est peut-être parce que ce sont nos parents. Ce sont des gens qui m'ont traité comme une ordure, ai-je dit, qui n'ont jamais demandé de mes nouvelles jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais de l'argent. Je sais, dit-elle calmement. Je sais que ça a été dur, mais ils sont vieux. Ils ont peur. Ils ne savent pas comment gérer ça. Je l'ai corrigé. Il y a une différence entre avoir peur et se croire tout permis. Les gens qui ont peur demandent de l'aide. Elle n'a pas répondu. Dis-moi, est-ce que tu l'as acheté, a-t-elle demandé à nouveau. Ouais, ai-je dit. Je l'ai acheté. Silence à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. J'y réfléchis. C'était partiellement vrai. J'avais un plan, mais il n'était pas complètement formé, et je n'étais pas prêt à le partager avec qui que ce soit. Elle a soupiré. Damien, je comprends que tu sois en colère, et tu as tous les droits de l'être, mais s'il te plaît, ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Il n'y aura aucun regret, ai-je dit. C'est la seule chose dont je suis sûre. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Elle a posé des questions sur le travail. Je suis restée vague. Elle a mentionné que Paul voulait me contacter mais n'était pas sûre si je voulais entendre parler de lui. J'ai dit que ça allait, que Paul était un type bien, que rien de tout ça n'était de sa faute. Avant de raccrocher, elle a dit une dernière chose. Adam a demandé de tes nouvelles. Il veut t'aider s'il le peut. Aider à quoi, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais il a l'air sincère. J'y ai pensé après avoir raccroché. Adam, le cousin qui avait toujours été en arrière-plan, qui travaillait dans la conformité financière, qui avait lâché avec désinvolture ce détail sur les contrats de sentinelle valant beaucoup d'argent. Peut-être qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas, ou peut-être qu'il était juste une autre personne essayant de se rapprocher maintenant qu'il savait que je valais quelque chose. Dans tous les cas, je lui ai envoyé un texto, disant que j'étais libre pour un verre s'il était toujours intéressé. Il a répondu en moins de 5 minutes. Disons ce vendredi. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie du centre de Paris. Rien de chic. Adam est arrivé pile à l'heure. Alors, a-t-il dit après l'arrivée du café, c'était sacrément le nouvel an. J'ai ri. C'est une façon de le dire. Il a pris une gorgée. J'y ai beaucoup pensé. Au fait que personne ne savait. Comment nous avons tous supposé que tu galérais et personne n'a pris la peine de vérifier. C'est plus facile comme ça, ai-je dit. Les suppositions ne demandent ni effort ni responsabilité. Il a hoché la tête. Juste. Mais pour ce que ça vaut, je me sens comme une merde à ce sujet. J'aurais dû te contacter il y a des années. Toi et moi, on s'entendait bien avant que tout ne devienne toxique. C'était vrai. Avant que la dynamique familiale ne se transforme en sport de combat, Adam et moi traînions ensemble aux événements familiaux. On jouait aux jeux vidéo ensemble. Je ne t'en veux pas, ai-je dit. Ce n'est pas toi qui m'as traité de parasite. Non, a-t-il convenu. Mais je n'ai rien dit non plus quand ils l'ont fait. C'est vrai. Nous avons parlé un moment, du travail surtout. Il m'a parlé de son boulot. Je lui ai parlé de Sentinelle, de notre premier client, du moment il y a 3 ans où nous avons reçu l'appel de la Banque de France. Ça a dû être incroyable, a dit Adam. Ça l'était, ai-je admis, mais aussi terrifiant. Tu as assuré, a-t-il demandé. J'ai souri. On les a coincés. Adam a secoué la tête. Et tes parents pensaient encore que tu faisais du travail d'ordinateur en freelance? Ouais. Il a ri. C'est impressionnant. Le niveau d'ignorance volontaire. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a dévié.
Il a mentionné qu'il avait entendu par le téléphone arabe que la maison de mes parents avait été vendue. Qu'il paniquait. C'est vraiment toi qui l'as acheté, a-t-il demandé. Pas de jugement, juste curieux. C'est moi, ai-je dit. Via une société. Il a hoché la tête lentement. C'est quoi le plan? Honnêtement, ai-je dit, je suis encore en train de peaufiner. Il s'est penché en arrière. Je peux te demander un truc? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux vraiment tirer de tout ça? Pas de toi-même. J'y ai réfléchi. Personne ne m'avait demandé ça avant. Même pas moi. Je veux qu'ils me voient, ai-je finalement dit, comme une personne qui a réussi malgré eux, pas grâce à eux. Il a hoché la tête. C'est juste. Il a fini son café. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un dans ton coin qui sait réellement ce que tu as construit, je suis là. Pas pour l'argent ou l'accès ou quoi que ce soit. Juste parce que je pense que tu mérites au moins une personne dans cette famille qui ne soit pas un connard fini à ce sujet. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Merci, ai-je dit. Je le pense vraiment. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à ce qu'il avait demandé, à ce que je voulais vraiment. Et lentement, un plan a commencé à se former. Il m'a fallu 3 semaines pour tout mettre en place. La paperasse, les dépôts, la structure juridique. Mon avocat pensait que j'étais fou, mais il a fait ce que je demandais. J'ai créé une fondation. La Fondation Mercier pour l'égalité des chances. Mission, soutenir les entrepreneurs défavorisés à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Zone d'intervention, les décrocheurs universitaires de première génération, les personnes issues de milieux modestes, quiconque avait pris un chemin non conventionnel et en avait été puni. Je l'ai doté d'1 million d'euros de mon propre argent, j'ai mis en place un conseil d'administration, embauché un directeur à temps partiel pour gérer les candidatures. Le plan était simple. La maison serait convertie en incubateur, 6 bureaux individuels, salle de conférences partagées, cuisine. Tout ce dont une start-up avait besoin. Le loyer serait subventionné, 50 € par mois, juste assez pour s'assurer que les gens y accordent de la valeur. Et la première promotion serait composée de personnes que j'avais personnellement vérifiées, y compris Jules, le gamin que j'aidais et qui avait créé une application de gestion de budget. C'était parfait. La maison de mes parents, l'endroit où on m'avait fait sentir nul, deviendrait une rampe de lancement pour des gens comme moi. J'ai discrètement lancé le processus de candidature et contacté quelques organisations travaillant avec des entrepreneurs défavorisés. Adam a été la première personne à qui je l'ai dit. Nous nous sommes revus quelques semaines après ce premier café. Même brasserie, même table. J'ai exposé tout le plan. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a souri. C'est brillant, a-t-il dit. Et un peu sauvage. Ils passeront devant cette maison pour le restant de leur jour en sachant ce qu'elle est devenue. Peut-être, ai-je admis. Ce n'est pas le pire effet secondaire. Il a pris une gorgée de son café. Quand est-ce que tu leur dis? Le 60e anniversaire de ma mère arrive en mars, ai-je dit. Camille organise un dîner. Je pense que c'est le moment. Oh la vache, a dit Adam. Ses yeux se sont écarquillés. Ça va être nucléaire. Probablement. Il s'est penché en avant. Je peux être là? Pas au dîner, mais après. Quand ça explosera. Je veux aider à gérer les retombées si tu en as besoin. Je l'ai regardé. Pourquoi tu fais ça, vraiment? Il a posé son verre. M'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'en ai marre que cette famille prétende que tout va bien alors qu'elle pourrit de l'intérieur. Et parce que honnêtement, ce que tu fais avec cette fondation est le truc le plus cool que quelqu'un dans cette famille ait jamais fait. Je veux en faire partie si tu me laisses faire, juste parce que c'est important. D'accord, ai-je dit. Tu peux aider. Nous avons passé l'heure suivante à planifier comment ça allait se passer. Adam a mentionné qu'il pouvait aider avec le côté conformité financière de la fondation, s'assurer que tout était blindé juridiquement. Au cours des semaines suivantes, il est devenu quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, un allié. Quelqu'un qui pouvait regarder la situation objectivement et dénoncer les conneries quand il les voyait. Nous avons commencé à nous voir régulièrement,
pas seulement pour le plan, mais pour le travail, la vie, des trucs normaux. Il s'est avéré que nous avions plus en commun que je ne l'avais réalisé. Nous aimions tous les deux la randonnée. Nous détestions tous les deux le golf. Nous pensions tous les deux que la carte de vœux annuelle de la famille était une mascarade hypocrite. Début mars, Camille m'a envoyé un texto. Le dîner du 60e anniversaire de maman était fixé. Un endroit huppé, salon privé, famille. Elle voulait vraiment que je sois là. J'ai dit que je viendrais. Elle a semblé soulagée. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles, mais qu'elle espérait que nous pourrions tous aller de l'avant. Je ne lui ai pas dit ce que « aller de l'avant » signifiait réellement. La semaine avant le dîner, j'ai rencontré mon avocat une dernière fois. Je me suis assuré que tous les papiers étaient en ordre. L'avis d'expulsion, les documents de la fondation, l'acte de transfert montrant que la maison appartenait désormais à la fondation Mercier. Tout était prêt. Adam m'a envoyé un texto la veille au soir. « Tu es prêt ? » « Je suis prêt », ai-je répondu. Il a renvoyé un pouce levé. « Alors ça va être légendaire ou un désastre », ai-je dit. « Pourquoi pas les deux » a-t-il répondu. J'ai ri. Il marquait un point. Et je me suis présenté au dîner d'anniversaire avec 10 minutes d'avance. Le restaurant était chic. Nappe blanche, lumière des bougies, serveur en gilet. Le genre d'endroit où l'addition pouvait facilement atteindre 300 € par personne. Camille avait réservé un salon privé à l'arrière. Longue table dressée pour 14. Ballon doré attaché à la chaise de maman. Bouteille déjà au frais. Je portais un pantalon sombre et une chemise. L'enveloppe était dans la poche de ma veste. Camille est arrivée ensuite. Elle m'a fait un câlin. « Je suis contente que tu sois venue » a-t-elle dit. « Je ne raterai ça pour rien au monde » ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si elle essayait de lire quelque chose. « Tu as l'air différent, plus calme. »« Je le suis » ai-je dit. « Bien » a-t-elle dit. « C'est bien. » Le reste de la famille est arrivé au compte-gouttes au cours des 20 minutes suivantes. Maxime et sa femme, ma tante Brigitte, l'oncle Roger, ma cousine Nicole, et Adam. Il m'a fait un signe de tête quand il est entré, s'est assis à quelques sièges de distance. Mes parents sont arrivés en dernier. Maman avait l'air bien, souriant comme si c'était la plus belle soirée de sa vie. Papa était en costume. Rare pour lui. Il avait l'air mal à l'aise. Ils ont salué tout le monde. Quand maman est arrivée à moi, elle a hésité, puis m'a fait une bise rapide. « Merci d'être là » a-t-elle dit. « Bien sûr » ai-je répondu. Papa m'a juste fait un signe de tête. Son visage en disait assez. Le dîner a commencé. Les entrées sont arrivées. La conversation est restée légère. Je suis resté silencieux la plupart du temps, observant. À mi-chemin du plat principal, l'oncle Roger a fait teinter son verre. L'heure du toast. Tout le monde a levé son verre. Roger a commencé. Il a parlé de la façon dont maman était le ciment qui tenait la famille ensemble. À quel point ils avaient tous de la chance de la voir. Discours d'anniversaire standard. Quelques autres personnes y sont allées, disant toutes des variations de la même chose. Maman était merveilleuse. Maman était altruiste. Maman était le cœur de la famille. Puis c'est arrivé à moi. Tout le monde a regardé, attendant. Je me suis levée, verre à la main. Maman, ai-je commencé. Tu as certainement été une présence dans ma vie. Quelques rires gênés. Je me souviens de beaucoup de moments en grandissant, certains bons, certains moins bons, mais ils ont tous façonné qui je suis aujourd'hui. Donc, dans ce sens, je suppose que je devrais te remercier. Plus de silence. Cette année passée a été intéressante, ai-je continué. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je valorise, sur ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne le suis pas. J'ai fait une pause, laissant ça reposer. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un n'est pas ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin. Le sourire de maman commençait à se crisper. La mâchoire de papa était serrée. Alors ce soir, je veux te donner quelque chose, ai-je dit.
J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe, je l'ai posée sur la table devant maman. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix prudente. « Ouvre-la » ai-je dit. Elle a hésité, puis l'a prise, a sorti les papiers à l'intérieur, a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. J'ai continué à parler. Comme certains d'entre vous le savent, maman et papa ont eu des difficultés financières. Leur maison était en pré-saisie. Ils devaient vendre rapidement. Je pouvais voir le visage de papa devenir rouge. Les mains de maman commençaient à trembler. Et ils ont vendu, ai-je continué, il y a environ 6 semaines à une société. Vente rapide, tout en cash, en dessous de la valeur du marché parce qu'ils étaient désespérés. Personne ne parlait maintenant. Tout le monde attendait la chute qu'ils sentaient venir. Ce qu'ils ne savaient pas, ai-je dit, la voix calme, c'est que je l'ai acheté. J'étais la société. J'ai racheté leur maison à la banque pour 600 000 euros. Je les ai sauvés de la saisie. Maman a haleté. Et j'ai passé les 6 dernières semaines à la convertir en quelque chose d'utile. J'ai tendu la main vers ma veste, sorti une autre enveloppe, je l'ai posée sur la table devant maman avec un petit tapotement. Elle appartient maintenant à la Fondation Mercier, ai-je dit. Une fondation que j'ai créée pour soutenir les entrepreneurs qui ont été sous-estimés. Des gens qui ont pris des chemins non conventionnels, des gens qu'on a traités de ratés et à qui on a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Je me suis tournée pour regarder papa. Il était debout maintenant, le visage violet de rage. La maison où j'ai grandi en me faisant traiter de parasite et de raté, ai-je dit, ma voix d'un calme olympien, va maintenant aider d'autres personnes qui ont été traitées de la même manière. Ça va être un incubateur. Tout ce que je n'ai pas eu quand j'en avais le plus besoin. Tu ne peux pas faire ça, a dit papa. Sa voix tremblait de fureur. Tu ne peux pas juste prendre notre maison. Je ne l'ai pas prise, ai-je dit. Je l'ai achetée après que vous ayez fait défaut sur les paiements parce que vous avez investi votre retraite dans une arnaque aux crypto-monnaies. On allait rattraper les paiements, a dit maman. Sa voix était petite. Il vous manquait 140 000 euros, ai-je dit. C'est ce que vous aviez de retard, plus les pénalités, plus les intérêts. Vous n'aviez pas le temps. Vous aviez peut-être 2 mois avant le début de la procédure de saisie. Alors, je vous ai rendu service. Je vous ai épargné l'humiliation. C'est incroyable, a dit Maxime, sa voix dégoulinant de cette fausse indignation morale. Tu es réellement fier de ça, de mettre tes propres parents à la porte. J'ai regardé celui-ci, l'enfant doré qui n'avait jamais galéré un seul jour de sa vie, à qui on avait offert toutes les opportunités sur un plateau d'argent. Ouais, Maxime, ai-je dit. Je le suis. La salle a explosé. Papa criait. Maman pleurait. Maxime et ma tante parlaient en même temps. Camille avait l'air de vouloir disparaître. La seule personne qui ne réagissait pas était Adam. Il était juste assis là avec un sourire, comme s'il regardait le dernier épisode de sa série préférée. J'ai élevé la voix pour couper à travers le bruit. Vous avez 2 semaines pour partir. J'ai déjà organisé une entreprise de déménagement pour vous aider. Je couvrirai les frais. Et je vous ai trouvé une location qui est abordable avec vos revenus réels, pas les revenus que vous prétendiez avoir. Vos vrais revenus. Tu nous mets à la porte, a dit maman. Je vous aide à emménager dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre, ai-je corrigé. Quelque chose de durable. C'est plus que ce que vous avez fait pour moi. Oh, et encore une chose, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'avais prévu les déménageurs pour le 14, mais j'ai réalisé que c'est le jour après ta réunion de club de lecture, maman. Alors je l'ai déplacé au 15. Je ne voudrais pas que tu rates la discussion sur le livre de développement personnel que tu lis ce mois-ci. Silence de mort. Adam a carrément pouffé de rire. Papa s'est jeté vers moi, mais Paul lui a attrapé le bras. Tu as fini ici, a dit papa entre ses dents serrées. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai pris mon verre, bu une dernière gorgée, l'ai posé soigneusement. Je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps, ai-je dit. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. La fondation ouvre dans 2 semaines, ai-je dit. La première promotion d'entrepreneur emménage le 15 mars. Le jour même où vous partez. Ça semblait être une bonne symétrie.
Puis j'ai regardé Camille. Je suis désolée que ça ait dû se passer comme ça, mais je ne suis pas désolée de l'avoir fait. Elle n'a rien dit. Elle fixait juste la table. Je pouvais voir des larmes sur ses joues. Je me suis tournée vers Adam. On y va. Il s'est levé sans hésitation, a attrapé sa veste. Nous sommes sortis ensemble pendant que la pièce explosait derrière nous. Nous avons fini dans la même brasserie où nous nous étions rencontrés la première fois. Adam a commandé 2 cafés. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, juste à encaisser le truc. C'était intense, a finalement dit Adam. C'est le mot, ai-je répondu. Il a ri. A pris une longue gorgée de son café. Je pensais que ton père allait te frapper, genre vraiment te mettre un pain. Il voulait, ai-je dit. Paul a de bons réflexes, par contre. Adam a pris une autre gorgée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, j'avance. J'ai déjà 6 candidats alignés. Des gens intelligents, talentueux. Il a hoché la tête lentement. C'est vraiment cool, mec. Merci. Nous sommes restés assis un moment de plus à juste traiter l'info. Mon téléphone a vibré. Plusieurs textos arrivant en rafale. J'y ai jeté un coup d'œil. Camille, c'était cruel. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Pas à son anniversaire. Paul, et mec, je comprends pourquoi tu l'as fait, mais Camille est vraiment bouleversée. Tu peux l'appeler quand tu as 1 minute? Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre mère le jour de son anniversaire? Tu es sans cœur. Papa, tu es mort pour moi. Ne nous contacte plus jamais. Maxime, félicitations. Tu viens de prouver que tu es exactement ce que papa a toujours dit que tu étais. J'ai fixé ce dernier pendant 1 seconde. Puis j'ai ri. Adam a regardé par-dessus. Quoi? Je lui ai montré le texto de Maxime. Il l'a lu et a secoué la tête. Incroyable, a-t-il marmonné. Tu vas répondre, a demandé Adam. Pas ce soir, ai-je dit. Peut-être jamais à certains d'entre eux. Il a hoché la tête. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a changé. Il m'a parlé d'une idée de start-up qu'il avait en tête. Quelque chose sur l'automatisation des flux de conformité. Je lui ai parlé de l'incubateur. J'ai dit que s'il voulait un jour poursuivre ça sérieusement, je pourrais lui offrir un espace. Il a dit qu'il y réfléchirait. Vers minuit, nous avons payé l'addition et sommes partis. Adam m'a fait un check sur le parking. J'ai conduit jusqu'à chez moi, fenêtres ouvertes, l'air froid de mars s'engouffrant. Quand je suis rentré chez moi, je me suis tenu près de ces baies vitrées, regardant les lumières de la ville. La même vue qu'au Nouvel An il y a 3 mois, mais cela semblait complètement différent maintenant. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu que c'était Jules, le gamin avec l'appli de budget que je m'entore. Mec, je viens de recevoir l'email d'acceptation pour l'espace à l'incubateur. C'est dingue. Merci beaucoup. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. J'ai souri, tapé en réponse, tu l'as mérité. Ne gâche pas cette opportunité. C'était ça le but. Pas la vengeance. Pas prouver quelque chose à des gens qui ne comprendraient jamais de toute façon. Juste créer des opportunités pour des gens qui les méritent. Être la personne dont j'avais besoin quand j'avais 21 ans, que j'avais peur, que j'étais seule et qu'on me disait que je n'arriverais jamais à rien. La maison ouvrirait dans 2 semaines. 6 entrepreneurs emménageraient, commenceraient à construire leurs rêves dans les mêmes pièces où les miens avaient failli être détruits. La boucle était bouclée. Le lendemain matin, la directrice de la fondation a appelé, disant que 3 autres candidatures étaient arrivées pendant la nuit. Je lui ai dit de les examiner. De m'envoyer les meilleurs candidats. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Damien? Ouais. C'est David Moreau. Je dirige une société de capital risque ici à Paris. J'ai entendu parler de ce que vous faites avec la Fondation Mercier. Un de mes amis connaît un de vos candidats. J'adorerais discuter d'opportunités de partenariat, peut-être un financement d'amorçage pour les diplômés.
Je me suis adossée à mon siège. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 10 minutes. Il voulait fournir un financement d'amorçage pour les diplômés de l'incubateur. Voulait sponsoriser certains programmes. Avait des connexions avec d'autres investisseurs qui pourraient être intéressés. J'ai pris ses coordonnées. J'ai dit que je ferais un suivi la semaine prochaine. Après avoir raccroché, je suis restée assis là 1 minute et j'ai souri. C'était réellement en train d'arriver. Je me sentais fière. J'ai pensé à mon père me traitant de parasite. À la demande immédiate d'argent de ma mère quand elle a découvert que j'avais réussi. À toutes ces années à avoir l'impression de ne pas être assez. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais eu besoin de leur validation. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre la permission d'être fière de ce que j'avais construit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires encore meilleures.